Donc je suis Adrien Parti, je suis le créateur à l'origine d'un site qui s'appelle vampirisme.com qui existe depuis 2006 où je chronique des livres, des jeux, des films, je propose des interviews autour de la figure du vampire et autour d'œuvres en fait, qui traitent de la figure du vampire. Alors ça c'était la première étape de mon parcours, sachant qu'il y a quelques années un éditeur m'a proposé de faire quelque chose de tout ce que j'écrivais sur le sujet et d'écrire un livre en fait, qui s'appelle Vampirologie, qui est sorti maintenant en 2022 et qui m'aura mis 5 ans en termes d'écriture. Donc c'est un livre où je traite de la figure du vampire à 360 degrés. Je parle de la littérature, du cinéma, des séries télé, de la musique, du manga, de la littérature policière, de la science-fiction. Pour certains articles, j'ai été aidé par d'autres spécialistes, notamment pour le jeu vidéo, mais j'ai rédigé la majeure partie du livre. Il y a énormément d'interviews aussi autour. Et en fait, ce livre, c'est presque c'est la matérialisation du travail que je faisais avec ce site, où j'explicite la figure du vampire, comment elle a évolué depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, et qu'est-ce que, en fonction des différents supports, elle dit de notre société ou de notre rapport au monde. Alors, j'ai toujours beaucoup lu, mais tout a changé dans les années 90 quand j'ai découvert une bande dessinée qui s'appelle Le Prince de la Nuit. Donc, c'est une bande dessinée franco-belge qui raconte l'histoire d'une famille de chasseurs de vampires qui luttent contre un méchant vampire sur plusieurs centaines d'années. Et que ce soit le cadre gothique, qui rappelle beaucoup Universal ou la Hammer, que ce soit les dessins, en fait, l'œuvre m'a happé. Et c'était mon premier pas dans le sujet. J'ai embrayé avec le Dracula de Bram Stoker, celui de Coppola, Entretien avec un vampire, et là, tout était fini, en fait. Je veux dire, j'étais happé par le truc et je n'allais pas pouvoir en sortir. Donc pendant des années, j'ai tourné autour de ce projet d'avoir un site. C'est mon métier à la base, de développeur web. Donc c'est un truc, on m'avait toujours dit qu'il fallait avoir son projet en propre et je voulais bien avoir un site sur le sujet. J'avais testé différents trucs et à l'occasion d'un voyage que j'ai fait en Transylvanie en 2006, où je suis parti sur les traces du Dracula historique, en rentrant, j'ai publié mes notes de voyage, qui ont été la première brique de mon site. Et une fois qu'on a eu tout publié, je me suis dit que c'était dommage d'arrêter là. Donc j'ai commencé à proposer des chroniques, qui a commencé par celle de Dracula. Et de fil en aiguille, là on est à plusieurs centaines de chroniques sur le site, de livres en fait, plusieurs centaines, je pense qu'on est plus près du millier en fait. Les films, on va avoir 300 ou 400, il y a des jeux vidéo, il y a de la musique, il y a 200 ou 300 interviews. Il y a une interview d'Anne Rice, il y a énormément de gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer ou d'interviewer par mail sur leur rapport au vampire, comment eux ils voient la créature, comment ils la convoquent et ils la font évoluer, quoi. Alors Vampire Hunter D, déjà pour moi c'est un jalon dans l'animation japonaise parce que c'est un film de Kawajiri qui est le réalisateur de Ninja Scroll, qui est un film d'animation hyper important en termes d'animation, en termes de chara-design, c'est un jalon dans le sujet et c'est le même réalisateur, sachant que ce gars-là, Kawajiri, avait déjà travaillé avec le romancier qui a créé Vampire Hunter D. Et c'est ça qui est important dans Vampire Hunter D, c'est qu'à la base, c'est une licence. Donc c'est intéressant par rapport à la manière dont les Japonais abordent les œuvres culturelles, ce format licence et mix média. Il y a eu 2 films, il y a eu un manga, il y a eu un jeu vidéo, il y a 50 romans, il y a des dramatiques, il y a eu un projet de série télé, il y a un comics, ça part dans tous les sens et tout ça en fait est interconnecté et dialogue. Donc ça déjà c'est une chose qui m'intéresse et c'est une chose qui arrive maintenant dans les productions occidentales mais qui est arrivée très très tôt en fait dans les productions japonaises. Et l'intérêt de ce film, pour moi, il est aussi à trouver dans la manière dont le vampire est arrivé dans l'imaginaire japonais. Le vampire, c'est une créature telle qu'elle, comme on la conçoit nous en Occident, qui n'existe pas au Japon. Les Japonais, leur truc, c'est les yokai, c'est le bouddhisme. Les vampires n'existent pas là-dedans. Sauf que assez tôt, les Japonais vont être exposés après la Première Guerre mondiale au cinéma, voire même un peu avant, au cinéma américain, notamment la Universal, notamment le Dracula de Todd Browning. Et leur première exposition à la créature, elle se fait via le cinéma. Et à partir de là, il y a énormément de mangaka qui vont absorber ça. Tezuka a écrit des bouquins, des mangas sur les vampires. Mizuki aussi. Mizuki utilise Dracula et imagine un espèce d'univers où les yokai et les vampires font partie d'une espèce de même suprafamille.
donc il y a ce côté universalité. Et Vampire Hunter D, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il est à cheval entre cette influence occidentale et les spécificités japonaises. L'influence occidentale, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la série Vampire Hunter D, le premier roman, en exergue du roman, il y a une double dédicace. Une dédicace à Terence Fisher, Christopher Lee et Peter Cushing, et au Cauchemar de Dracula de 58, donc le film de la Hammer. Donc l'auteur du bouquin clame son influence par la Hammer. Donc ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que les codes gothiques vont être utilisés et exploités à sa manière. Et en parallèle à ça, en fait, il fait aussi une dédicace à un mangaka d'horreur, dont j'ai oublié le nom, mais qui est un mangaka assez important à son époque, qui a créé énormément de mangas d'horreur. Et je trouve qu'en effet, le film est à la croisière des deux. Cette influence de la littérature occidentale, avec il y a beaucoup d'allusions à Carmilla, à la comtesse Bathory. L'ombre de Dracula pèse sur le truc. Il y a beaucoup de codes graphiques, genre il se déplace sans calèche et ainsi de suite. Il y a beaucoup de codes visuels en fait qui font très victorien, qui font très film d'époque. Et à côté de ça, on est dans un cadre post-apo, post-nucléaire, même en fait la bombe a explosé 10 000 ans auparavant. Et donc les vampires sont sortis de l'ombre. On est presque dans un univers entre un film de la Hammer et Hokuto no Ken. Parce que justement, la manière dont ils décrivent le cadre post-apo et le fait que l'humanité survit tant bien que mal, pour moi, ça m'a fait à l'époque beaucoup penser à Ken le Survivant, en fait, pour utiliser le terme, le nom français en fait, de la licence. Alors Martin de Romero, alors déjà c'est un film que j'adore vraiment, c'est un film sur lequel j'ai eu l'occasion d'écrire plusieurs fois, parce que c'est un film que je trouve très intéressant, déjà dans la filmographie de Romero. Donc Romero en fait c'est La Nuit des Morts Vivants notamment, c'est Night Rider, c'est Zombie, c'est Season of the Witch, et celui-ci il est intéressant par rapport justement à Martin, qui sont des films qui sont assez intéressants dans le sens où ils s'emparent de créatures ou de mythes fantastiques, et en fait il les bascule dans la société contemporaine, donc finalement il met à jour ce que signifient en fait ces créatures. Et Martin est dans cette optique-là, en fait. J'aime beaucoup, j'avais découvert entre-temps qu'il y a une chanson du groupe Soft Cell, le groupe qui avait écrit la chanson Tainted Love. Ils ont fait une chanson sur Martin, qui s'appelle Martin, et dans la chanson ils disent Martin est un garçon qui a des problèmes. Et en fait, je trouve que ça résume assez bien le film. Donc c'est un film de vampire qui se déroule dans un monde contemporain qui a plus de décorum gothique. On est dans la banlieue de Pittsburgh et pour autant il y a énormément d'effets, d'ambiance qui nous reprojettent là-dedans. La ville en fait elle a l'air complètement désertée, elle a l'air de tomber en ruine. La seule maison qui subsiste c'est la maison où va être hébergé Martin, qui est la maison en fait de son oncle, qui est une espèce de maison qui a l'air complètement hors du temps au milieu du truc. Et le film est intéressant au sens où il questionne beaucoup la réalité du vampire. Pendant tout le film, on se pose la question, est-ce que Martin est un vampire ? Est-ce que Martin croit qu'il est un vampire parce que sa famille est persuadée qu'il en est un ? Comment est-ce que tout ça arrive, sachant que par moments il a des flashbacks où il se visualise en cape, en train de courir après des gens dans un cadre très 19e. Donc ce film est hyper intéressant pour ça. En fait, il aborde la figure du vampire de manière complètement... presque chirurgical, médical aussi. Il y a un côté très documentariste dans l'approche vidéo. En fait, tout ça est relativement froid, est tourné de manière assez crue. Il n'y a pas non plus énormément de personnages. Donc c'est très cinglant par rapport à ce qu'on peut voir en fait, et au côté un peu over the top des films de vampires en cape avec tous ces trucs-là. En fait. On retrouve des allusions en fait, à tout ça. Mais finalement, on se rend compte qu'en plus, ça ne marche pas. Il y a une super scène, en fait, à un moment, il y a une scène d'exorcisme. L'oncle fait appel à un exorciste pour exorciser Martin, parce qu'il est persuadé que c'est un vampire, sachant que le prêtre, c'est Romero. Donc ça, c'est super drôle. Et l'exorcisme ne marche pas. Donc, est-ce qu'il ne marche pas parce que, en fait, c'est pas un vampire comme les autres ? Est-ce qu'il ne marche pas parce que c'est pas du tout un vampire ? Et Martin est intéressant aussi parce que finalement c'est dans une certaine continuité des films de vampires qui projettent le vampire dans la société contemporaine. Il y en a déjà eu en fait avant. Il y a eu les deux Contes Yorga, il y a eu Blackula, même la Hammer s'y essayait dans les années 70 avec Dracula à 72. Donc il y avait déjà eu des tentatives de basculer le vampire dans le monde contemporain, mais il restait en fait un peu kitsch. Il restait avec sa cape. Blackula, en fait, c'est Dracula en version noire qui bouge dans une ville américaine des années 70 en fait. Mais il garde tout son décorum, ses habits et tout. Là, c'est pas le cas.
Martin, c'est un ado qui a l'air d'être complètement paumé, qui a un rapport aux femmes et à la sexualité qui est complètement pas sain. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a ce rapport au corps et ce rapport à ce qu'est le vampire. Un vampire, de manière cliché, il a des crocs, il mord des femmes et ainsi de suite. Martin, lui, il évolue avec des lames de rasoir. Donc il y a un côté très... on se demande, il a besoin d'un artefact en fait, pour prélever le sang, ce qui permet de nous interroger tout de suite. Mais c'est pas un vampire. Sauf qu'il y a ces flashbacks qui finissent par nous faire douter. Et ça, je trouve ça bien, l'approche médicale, en plus, elle fait date. Après Martin, on a les Prédateurs de Tony Scott, après, qui jouent aussi beaucoup là-dessus. Et qui aussi, se synchronise avec les années SIDA. Parce que finalement, ce qu'on voit dans le film des Prédateurs, David Bowie, qui, malade, subit une dégénérescence physique, en fait, pour moi, c'est la matérialisation du SIDA dans un film de vampire. Et pour ça aussi, Martin, c'est un film, comme je les aime sur les films de vampires, qui parle de notre rapport à la société et de la société au moment où le film arrive. Ce que j'aime bien justement, c'est notamment le truc qui a été exploré depuis plusieurs années, le vampire dans un cadre post-apo, parce que je trouve que c'est un truc qui est super intéressant, déjà parce que toutes les questions liées au dérèglement climatique, à la fin de la société humaine, en fait, à l'effondrement. Et le vampire a un truc intéressant là-dedans, c'est aussi une manière, je trouve, de signifier que c'est le vieux monde qui ne veut pas mourir, parce que le vampire, c'est encore celui qui reproduit la société un peu capitaliste, le fait d'avoir le pouvoir sur quelqu'un, de vivre au détriment d'autrui, et le fait qu'on les maintienne dans ce cadre post-apo, c'est intéressant parce qu'en effet, l'effondrement, c'est aussi la possibilité de pouvoir recréer une nouvelle société sur des bases plus saines. Et c'est quelque part le vieux monde en fait, qui s'accroche encore et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la confrontation du vampire au monde réel, à notre réalité. Comment on peut l'utiliser, comment on peut finalement mettre à jour ce que représente le vampire à l'aune en fait, de notre contemporanéité à nous. En fait.